Ah, voilà, il y a des gens, ça y est, il y a du monde. Oh là 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 là, tout Il se y a du passe. monde, mais il n'y a toujours pas de. Et là, il y en a un, il est tout en noir, c'est moi. Je vois du monde, mais pas plus. Si tu vois le monde, c'est bon signe, tu verras l'écran aussi tout à l'heure. Oui. Bon, Marc, je te vois sur l'écran. Bon, Ah, c'est bon signe. Voilà Jean-Claude Auriol qui arrive, celui qui est né le même jour qu'André Sauze. c'est mon jumeau. Tu en sais des choses, toi, tu en sais? Jumeau de Soise. Ouais. Denis Villeneuve, Fred Estade, Jumeau de Soise, celui-là. Michel Sénégas, Michel Gros. Les Michel arrivent ensemble. Michel Gros, Michel Sénégas. Alors, Flegmas, tu as été te faire vacciner au casino? Comment? Tu as été te faire vacciner au casino de Biarritz? Non, non, malheureusement, pas moyen d'avoir des rendez-vous. Eh bien, moi non plus. Non. Nous avons deux Odettes aujourd'hui. Bonjour, Odette de Sénégas et Odette Grac. qui est marseillaise, alors donc ça m'intéresse beaucoup. Avec Voilà. qui aussi. Comment? Le transbordeur, c'est Yes. Jean-François, J'entends pas. Ça y est. Ben voilà. Bon, salut à tous. bonjour. Bonjour. Faut faire ainsi qu'on va. Ah oui. Michel, passe-moi mon casque, le petit casque, s'il te plaît. Tu peux? Mais je ne vais pas pouvoir le brancher parce que. Oui. Mais je peux mettre plus fort. Ben, Mais la télé, si tu veux. Ah, ça ne marche pas. Bon, ben, moi, je suis prêt. Ah, bien. On ne te voit pas. Tu es tout noir, mais bon. On va Je bientôt. suis noir. Quoi, je suis noir? Qu'est-ce que c'est ça? Raciste? Espèce de raciste. Oh, il est de couleur. Aujourd'hui, c'est la 20e conférence que nous tenons là. Et alors, un autre chiffre rond, c'est la 10e qui est assurée par quelqu'un qui n'est pas de l'ex-52. Par conséquent, nos réunions dites de l'ex-52, elles doivent beaucoup aux apports étrangers. étranger. Quoi, étranger? N'exagère pas, hein? Oui. Raciste. Oh, Les cousins, quand même. il ne faudrait pas oublier que nous sommes vos anciens. Ben oui, mais enfin, c'est pas. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est Bon, pas, ben, c'est je pas vais un les gros appeler mot. les vieux. C'est pas un gros mot étranger. Et vous, Ah êtes, bon, vous êtes neuf il y a sur des étrangers 20. sympathiques. Alors, les moutonnets arrivent, on va les admettre dans la salle. Les voilà. Ah, voilà, André. Bon, je commence à partager l'écran, André. Moi, je suis prêt. Voilà. Ah, oh, oh, admirable, admirable. André, c'est à toi. C'est bon. C'est à moi? Je peux parler? Allez, d'accord, je vais parler. Bon, alors, à titre de prolégomène, c'est un mot technique, hein, à titre de préambule, je précise que je ne suis pas marseillais, je suis aixois. Il y a une différence énorme, il y a 30 km entre les deux. Hein, bon, ne pas Oui, oui. confondre. Oui, oui. Non, mais c'est important. Deuxièmement, pourquoi le pont transborder? Parce que un jour, je suis tombé sur un petit opuscule qui parlait du pont transborder et qui racontait quelques histoires et j'ai trouvé que c'était assez amusant et matière à faire un exposé. Alors, je vais donc commencer à vous en parler. Alors, le pont transborder, d'abord à qui il est dû? Il est dû à un monsieur qui s'appelait Ferdinand Arnaudin, qui était lyonnais. Mais c'est pas grave, il s'est adapté. Tu passes la suivante, s'il te plaît. Marc, tu passes la photo suivante. Oui, c'est la technique qui suit. Voilà. Voilà. Alors, vous avez lu, il a inventé un pont à transborder. C'est quoi un pont à transborder? Parce qu'on dit le pont trans, à Marseille, on disait le pont trans,
Ça veut dire le pont à transborder, c'est quoi? Alors la suivante vous le dira. En quoi un pont est-il à transbordeur? Alors la première chose, c'est que pour traverser une rivière, on mettait un véhicule sur un radeau, un flotteur, une barge, ce que vous voulez. Puis après, la suivante, voilà. On a dit si on mettait une poutre en travers, un pont en travers, ce serait quand même plus facile. Pour passer, il n'y a pas besoin de flotteur. Mais il y avait des bateaux de grande taille qui devaient passer. Donc il a fallu surélever le tablier, le mettre très haut. Et de là, Arnaudin a pensé à la suivante, à déplacer le tablier. Il est revenu à l'image du début, c'est-à-dire qu'il déplace le truc au ras de l'eau grâce à un chariot qui était sur un tablier qui était en hauteur et qui permettait aux voiliers, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voiliers, de passer. Voilà, donc ça, c'est un pont à transbordeur. La suite. Voilà le pont à transbordeur de Marseille en cours de fabrication. J'ai un plan de Marseille qui vous le situera plus précisément. La suivante. Voilà, alors le plan de Marseille, pour ceux qui connaissent à peu près Marseille, le Vieux-Port. Le Vieux-Port est à peu près orienté est-ouest. Il fait 900 mètres de long sur 300 mètres de large. C'est quand même assez grand. À une extrémité, il y a le Fort Saint-Jean. Ah, non, il est bordé au nord par le quai de Riveneuve, le quai de la mairie, le quai de Riveneuve, et le quai qui est là, le Riveneuve est en bas. D'accord. Je bafouille, excusez-moi, c'est l'alcool. Le pont transbordeur était à l'extrémité côté mer et il reliait le Fort Saint-Jean. Ah, ça, c'est le canal de la Douane qui reliait le pont, le Vieux-Port, au bassin de la Joliette. Donc, il y avait le Fort Saint-Jean et le Fort Saint-Nicolas et le pont transbordeur était entre les deux. Voilà. Vous les voyez à droite dans leur état actuel, à peu près actuel. La suivante. Ça, c'est une vue plus récente où on voit à droite, tout à fait en bas à droite, le Fort Saint-Jean, en haut, le Fort Saint-Nicolas. Il y a deux Forts Saint-Nicolas, il y en a un, le haut et le bas. Enfin bon, le bassin de carénage, c'est cette espèce de bassin qui est à peu près à gauche, non, un peu plus au-dessus, le bassin de carénage, où les bateaux venaient se faire réparer à l'époque. On voit tout à fait en bas deux bâtiments allongés, c'était la douane, et un circuit, il y a une route qui fait un arc de cercle. C'est l'ancien canal de la douane qui a été comblé. Et dans l'espace entre les bâtiments de la douane et le Fort Saint-Jean, juste à côté, là, le premier pilier, le pilier nord du pont transbordeur avait été installé. Voilà, vous avez une idée à peu près. Alors maintenant, bien sûr, il y a un tunnel sous-marin dont je vous parlerai plus tard. Ça, c'est une vue plus poétique où on voit le Vieux-Port, le bassin de la Joliette, le Fort Saint-Jean en plein milieu, là. Voilà. La suite. Alors, Ferdinand Arnaudin, c'est là où je vais vous parler un peu de lui. On reste quelques instants sur cette photo pendant que je parle. Il est né donc à Lyon en 1845 et il accompagnait sur les chantiers son père qui travaillait sur la société des ponts à péage créée par les frères Séguin, ces constructeurs qui les premiers appliquaient les ponts suspendus à la traversée des fleuves. Ferdinand Arnaudin fit ses études à l'école professionnelle d'Orléans, puis après il a été compagnon le jour et bûcher la théorie la nuit. Il était élève assidu du cours des soirs au Conservatoire des arts et métiers. À l'âge de 21 ans, il intègre comme conducteur de travaux la Société des ponts à péage et il apporte plusieurs innovations comme l'installation d'assemblages amovibles permettant la dépose des organes du pont pour son entretien. Il préconisa la suppression du bois au profit d'éléments métalliques d'une plus grande fiabilité. Il faut dire qu'en vers 1860, par là, quand il avait 20 ans, 1845 et 65, 70, c'était l'époque des constructeurs métalliques de Eiffel, bien sûr, mais il y en avait d'autres, comme celui qui a construit les Halles de Paris, ou bien un archi du nom que j'ai oublié son nom, c'est pas grave. À 27 ans,
Il fonde ses propres ateliers de construction métallique à Châteauneuf-sur-Loire et il met en application quelques-unes de ses inventions. La préfabrication en atelier. Et ça permettait la démontabilité de certaines batteries. Et le 5 novembre 1987, il dépose un brevet du pont transbordeur. Un architecte espagnol a eu un problème à résoudre. Il voulait traverser le fleuve Nervión près de Bilbao. Et Arnaud Dell lui proposa sa solution. Le pont de Bilbao fut réalisé en 1889 et mis en service en 1993. L'ouvrage connaît un franc succès. Donc, Il existe toujours. Hein? Il existe toujours. Oui. Donc, Bilbao, ceux qui connaissent un petit peu, moi je suis allé à Bilbao, je ne l'ai pas vu parce qu'entre-temps, on avait construit le musée Guggenheim et tous les yeux se tournaient vers le Guggenheim. Donc, je ne sais pas comment a été fait le pont de Bilbao, mais il existe toujours. Arnaud Dess se mit aussitôt à la recherche de sites qui pouvaient accueillir le même type de pont. Et il arrive à Marseille en 1894. Alors, je rentre dans le détail. Arnaud Dess constate que pour aller d'un côté à l'autre du vieux port, il faudrait que je prenne des cours de diction, moi. Il faut contourner le plan d'eau, 300 mètres de large sur 900 mètres de long. Il y avait un fort trafic entre les deux rives, entre la Joliette et Arenc, d'une part, et Andoum, d'autre part. À cette époque, il n'y avait presque plus de cargos et paquebots à vapeur, mais un fort trafic maritime de voiliers, goélettes, tartanes, et même déjà des yachts aristocratiques. Le passage entre les deux rives était assuré par 2 lignes de ferry-boat. Ferry-boat en provençal, hein, en marseillais on dit ferry-boat. Des bateaux omnibus à vapeur. Une ligne partait du quai Saint-Jean au bassin de carénage et l'autre de la mairie à la place aux Huiles. Et en plus, il y avait de nombreux canots à rames qui transportaient des personnes isolées. Rien n'était prévu pour les voitures qui étaient toutes hippomobiles à l'époque. Elles devaient faire le tour par le quai des Belges. De plus, le quai de Rive-Neuve était coupé par 3 ponts tournants manœuvrés à bras. Ces 3 ponts qui limitaient le canal des Galères, l'ancien canal des Galères, qui n'existe plus, mais qui a été comblé et qui est maintenant ce qu'on appelle le cours d'Essienne-d'Orve. Les quais étaient encombrés de toutes sortes de marchandises. La municipalité avait proposé plusieurs solutions, dont certaines inapplicables. Par exemple, combler le vieux port. Arnaud Dess en proposa une qui fonctionnait déjà dans d'autres sites. Il avait construit à l'époque le pont de Bilbao qui fonctionnait d'une manière satisfaisante. Et il était en train d'en construire d'autres à Rouen et un autre à Nantes. Bon. Tu peux avancer d'un cran de photo, Marc, s'il te plaît? Voilà Arnaud Dess. Je suis tombé sur ce buste, je l'ai mis parce que ça fait beau. Mais en fait, la suivante est plus intéressante. C'est là où il a été décoré de la Légion d'honneur. La suivante. Les ponts de Ferdinand Arnaud Dess, voilà la liste des ponts. Ah, Marc, c'est toi qui l'as rajouté. La Oui. liste des ponts avec leur date de construction et de mise en service. Et on a fait donc, actuellement, il n'en reste plus que 2, je crois, Bilbao et Rochefort. Rochefort est désaffecté. Enfin, je crois que celui de Newport continue à travailler, mais j'en suis pas sûr. La suivante. Voilà, alors ça c'est le pont transbordeur, le plan qui vous montre comment il a été construit. On va rester quelques instants sur cette image. Donc il y avait 2 pylônes qui devaient faire, je ne sais pas, 80 mètres à peu près, qui, avec des haubans, soutenaient une partie du tablier. C'est ce qu'on appelle maintenant un pont en console ou en cantilever. Et entre les deux, il y a une travée elle a été rajoutée pour assurer la continuité. Les efforts étaient contenus par des câbles verticaux qui étaient aux extrémités opposées de chacun des deux tabliers. Et tout ça reposait sur le fond de la mer. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce que représentait le pont transbordeur. Je reste là-dessus maintenant et je vais continuer à vous raconter une histoire. En 1999, il écrit au ministère des Travaux publics pour lui demander l'autorisation de construire un pont à Marseille, à ses frais et à ses risques et périls,
sans subvention ni garantie d'intérêt. Il demandait en échange la libre disposition du domaine maritime sans contrepartie et la concession d'exploitation du pont, c'est-à-dire la concession, c'est-à-dire le droit de faire payer un péage. Les ingénieurs des ponts et chaussées ayant donné un avis favorable, le ministre prit en considération la demande et il y mit une seule condition, relever la hauteur du tablier de 5 mètres pour laisser passer les mâts des bateaux. Bon, c'était pas très méchant. Un arrêté préfectoral de 1900, août 1900, instituait une commission pour examiner l'avant-projet. La commission se réunit et donna rapidement son accord. L'enquête d'utilité publique commença. On mit un registre pendant un mois à la préfecture pour recueillir les observations. En octobre, le registre fut remis à la commission et il contenait 8 observations. 6 étaient favorables au pont transborder et les 2 qui étaient hostiles provenaient l'une d'une société qui utilisait le domaine public maritime pour entretenir les embarcations de service du côté du bassin de carénage. L'autre était due à une société de remorquage qui exploitait la ligne de bateaux entre le quai de la Consigne et le bassin du carénage. C'est normal, c'était un concurrent. Les avis favorables étaient dus à des commerçants, fabricants d'huile, savonniers, sociétés des tuileries de Marseille en particulier. Donc, finalement, tout le monde était content. La commission en tint compte. De son côté, elle avait signalé que l'aspect esthétique pourrait amener quelques observations, mais personne n'en fit. Au vu du dossier, la commission émit donc un avis favorable avec quelques réserves. La principale réserve concernait les classes. Arnaudin avait prévu des premières classes assises et des deuxièmes classes debout. C'était la mode à l'époque. La commission insista sur la nécessité d'instaurer une classe unique de places assises et abriter des intempéries, sous peine de susciter continuellement des discussions pénibles avec les voyageurs. En 1900, en décembre, le conseil municipal donna son accord sur le projet. Mais l'idée du pont avait donné des idées à d'autres entrepreneurs. On eut droit à un projet de chemin de fer suspendu qui longeait les quais, puis à un pont sous-marin. Mais comme la solution proposée par Arnaudin marchait déjà en plusieurs endroits de France, on repoussait les autres. Le ministre des Travaux publics émit donc un avis favorable qui se concrétisa par un décret de 1902 signé Émile Loubet, président de la République, qui disait dans son article 1 « est déclaré d'utilité publique l'établissement au port de Marseille, entre le quai de la Tourette et le boulevard du Pharaon, d'un pont à transbordeur pour la traversée du Vieux-Port. » L'article 2 donnait la concession d'exploitation du pont à Ferdinand Arnaudin pour une durée de 75 ans. C'est-à-dire qu'elle est 75 ans. Elle expirerait en 1977. Mais entre-temps, il est arrivé des tas d'événements. Le pont allait donc être construit et entretenu sur les fonds propres de la société Arnaudin. Finalement, après quelques discussions, en février 1903, le feu vert fut donné. Le pont fut entièrement préfabriqué à Châteauneuf-sur-Loire. Il s'agissait d'une nouvelle façon de travailler qui permettait d'éviter les erreurs et de gagner du temps sur le chantier. Pendant ce temps, les travaux de génie civil commençaient. Il fallut creuser à près de 12 mètres pour trouver le bon sol. On utilisa des caissons métalliques circulaires étanches, alimentés en air comprimé, technique inaugurée avec succès par des Américains sur les piles du pont de Brooklyn et utilisée récemment avec succès sur la Tour Eiffel. La maçonnerie de remplissage provenait des carrières de Notre-Dame de la Garde et les pierres de couronnement venaient des carrières de Cassis. Au moment de la destruction du pont, celles-ci furent transportées au Frioul, où elles servent actuellement de banc public. Je vous enverrai une photo. Chaque pied de pylône reposait sur une rotule en acier, reposant sur un sabot en fonte. Le montage du pontique nord commença en novembre 1904. Le second fut terminé en 1905. La pose de la travée centrale, 50 tonnes, devait se faire en septembre 1905, mais ce jour-là, le Mistral soufflait en rafale. L'opération fut décalée, mais elle se passera quelques jours après dans de bonnes conditions. Chaque pylône pesait 240 tonnes et mesurait 84 mètres.
La longueur totale du tablier était de 204 mètres, dont 165 mètres entre les pylônes. Le tablier du pont était à 50 mètres au-dessus du plan d'eau. Et après la tour Eiffel, il s'agitait des constructions métalliques les plus hautes d'Europe. On installa ensuite les câbles de retenue du tablier, puis on posa le chariot et la nacelle. La première traversée pour essai eut lieu le 11 septembre. La plateforme pesait 29 tonnes, mesurait 10 mètres de long sur 12 mètres de large, je vous enverrai une photo. Et elle pouvait supporter une charge de 36 tonnes. L'alimentation électrique se faisait à partir de la ligne de tramway de la Joliette, récemment électrifiée. Avant d'être ouvert au public, le pont fut soumis aux épreuves. Les épreuves réglementaires commencèrent le 15 décembre et un arrêté du 22 décembre 1905 autorisait la mise en service. Et le pont fut mis en service le jour de Noël. Donc, on revient aux images maintenant, aux photos. Tu avances, maintenant qu'on a assez vu le pont, le dessin du pont, on passe à la suivante. Tu avances d'une case, voilà. Ça, c'est le pilier sud, qui ressemble étrangement au pilier nord. Vous voyez tout à fait en haut à droite un petit bâtiment. Je vous en reparlerai par la suite. Il y a le pendant de l'autre côté. Voilà voilà. Voilà, ça c'est les pieds du pilier nord. On voit assez bien, bon, on le situe par rapport à Notre-Dame de la Garde. Oui. Les socles étaient faits, donc je vous ai dit, avaient été forés à 12 mètres de fond et le couronnement était fait en pierre de Cassis. La suivante. Comme les bordures au trottoir. Voilà. On voit bien le sabot d'appui, tout tenait sur cette espèce un sabot qui était de dimension restreinte, mais ça suffisait. Et vous voyez toutes les pierres qui couronnent en bas, on les a enlevées et elles sont actuellement au Frioul. La suivante. Les voilà, elles ont été photographiées sur l'île du Frioul. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le Frioul, c'est une île, deux îles qui se trouvent au large de Marseille, où habite, ça fait partie d'un arrondissement de Marseille d'ailleurs. J'ai une bonne copine qui y habite et on y est allé plusieurs fois. Et c'est pas moi qui ai pris la photo. La suivante, voilà, quand je vous ai dit que ça servait de banc public, voilà ce qu'il en reste à peu près. La suivante, ça c'est la construction des deux pylônes. Suivante. Ça, ils finissent le pilier nord avant de contrer le pilier sud. Ils avaient mis entre les deux un câble pour transporter les matériaux. La suite. La suite. Voilà. Les deux portiques sont mis en place et ça, c'est le montage de la travée centrale. Ensuite, voilà. Alors, je vous ai dit que les essais ont été faits. La suivante. Les essais eurent lieu avec les moyens locaux. Voilà. Ça, c'est les La moyens. sardine qui a bouché le porc. Voilà. Alors, j'ai mis cette photo parce que un de mes amis, un très bon copain, m'a dit « Tu nous parleras de la sardine ». Eh oui, bien sûr. Voilà la sardine. Je vous la présente, mais je vous en reparlerai à la fin, tout à fait à la fin. Parce que si vous savez... Voilà. Alors, voilà la nacelle telle qu'elle était. Donc, c'est quand même assez bon. Alors, je reprends mon texte. Le 23 décembre 1905 eut lieu l'inauguration officielle. Ferdinand Arnaudin accueillit les personnalités devant la nacelle, postée du côté du Fort Saint-Jean. Quand tout le monde fut embarqué, la nacelle se mit en marche et s'arrêta à mi-trajet. Arnaudin fit alors un discours devant une table où on servait du champagne. Il remercia ses collaborateurs et tous les organismes qui lui avaient permis de construire le pont. Il lui avait coûté 1,5 million de francs or. Alors, le franc or, ça fait riche, mais je ne sais pas combien ça représente. Donc, je suis allé sur Internet retrouver les correspondances de la monnaie de l'époque avec celle, et ça représente 20 à 30 millions d'euros.
sans l'aide financière de la ville, du département ou d'un autre organisme officiel. C'est quand même courageux de sa part. Il déclama ensuite quelques vers reçus, dit-il, d'un admirateur. Je vous les lis. Ici est la porte de France pour le voyageur venant d'Orient, porté par le flot bleu. Sa vue lui donne l'espérance qu'en ce pays, il aura l'agrément plus qu'en tout autre lieu. Voilà, c'est des vers de Mirliton, mais ça allait bien à l'époque avec l'inauguration. La nacelle revint alors à son poste et tous les officiels se mirent à gravir les 250 marches de l'escalier pour leur permettre de contempler le port de Marseille sous de nouveaux angles. Le journal quotidien Le Sémaphore de Marseille, très lu dans les milieux économiques, dit ceux qui s'embarqueront dans notre port s'en souviendront comme d'une chose extraordinaire et porteront le souvenir dans leur pays et contribueront ainsi au bon renom du port de Marseille qui, sous des rapports, ce rapport comme sur beaucoup d'autres, montre la voie du progrès. Ce côté de la question n'est pas négligeable et si l'on voulait en une preuve à l'appui, nous n'aurions qu'à citer la Tour Eiffel à Paris, dont l'utilité est pour ainsi dire nulle et qui pourtant a été par son attraction une source de profit pour la capitale, en même temps qu'elle a contribué à sa renommée. C'est lyrique, mais enfin, voilà. L'exploitation commerciale commença le lendemain, le dimanche 24 décembre. Le succès fut rapide. À la fin de l'année, la nacelle avait transporté 68 000 personnes et 249 voitures. Et 7 200 personnes tentèrent l'ascension jusqu'au tablier, soit 1 millier par jour. Le pont transborder commençait ainsi sa carrière avec succès. Mais Arnaudin réfléchissait déjà à des perfectionnements. Il construisit un deuxième pavillon de l'autre côté du pont symétrique de celui qui abritait la machinerie. Et il engagea des pourparlers avec des restaurateurs pour y insister un restaurant. Ainsi, écrivait-il, le pont transborder aurait son établissement, tout comme la Tour Eiffel, où il serait agréable de manger en profitant d'un point de vue exceptionnel sur la ville et le port. Il entreprit également des démarches pour installer un ascenseur. Il expliqua que c'était autant pour le personnel d'exploitation que pour les touristes. Il mit en avant des raisons sanitaires. Alors là, un texte que j'aime beaucoup. Il disait, ainsi, nous demandons pour toutes les classes de la société, pauvres comme riches, citadins comme étrangers, d'établir un ascenseur qui facilitera aux déshérités physiques l'accès au promeneur du tablier supérieur. Il est à remarquer que dans l'état actuel, avec les escaliers, ce sont justement les personnes qui ont le plus besoin de cette cure d'air pur qui n'en peuvent profiter et retenues qu'elles sont à terre par leur débilité. Voilà. Oui. Alors, j'aime beaucoup ce style un peu lyrique des journaux de l'époque. Ça n'existe plus. Mais ce n'est qu'en juin 1906 qu'il eut l'avis de construire l'ascenseur. Et il ne fut terminé qu'en juillet 19... Les tarifs étaient de 60 centimes pour la montée et 25 centimes pour la descente. Ceux qui ne payaient pas, je ne sais pas comment ils faisaient. Ce n'est pas dit dans le texte. Ils payaient 75 centimes si les deux étaient groupés. Et il y avait demi-tarif pour les enfants entre 3 et 7 ans. C'était recherché comme détail. Et Arnaudin ne put pas profiter. Attendez, je me suis trompé dans mon texte. Oui, il y a eu une exposition coloniale en novembre 1906. Elle se tenait sur l'ancien champ de manœuvre du Rouet, qui est depuis le parc Chanot, et elle draina à peu près 1 800 000 visiteurs au total. Pour l'occasion, la direction du pont avait installé à titre d'essai un débit de boissons et de liqueurs en attendant l'ouverture prochaine d'un restaurant d'altitude. L'altitude, c'est 50 mètres, je vous rappelle. Puis arriva la gare de 14-18. Il y a aussi moins d'utilisateurs, mais aussi moins de personnel pour faire fonctionner et entretenir le pont. Il y a eu quelques dégradations dues au vent et aux embruns. Il y a même eu un incendie en 1921. Le pont s'arrêtait de fonctionner pendant 3 mois.
Fin 1919, la situation n'était pas très bonne. Arnaudin demanda l'autorisation d'augmenter ses tarifs. Il dut les augmenter plusieurs fois au cours des années suivantes. La deuxième exposition coloniale de 22 lui permit de regonfler un peu les finances. Et il mourut en 1924. Il avait été honoré de diverses manières. Je vous ai dit, les décorations, il était officier de la Légion d'honneur, mais il était aussi chevalier de l'ordre espagnol d'Isabelle la catholique, commandeur du Nisham Iftikhar, décoration tunisienne. Il eut également des récompenses diverses de différentes sociétés et organismes. Société des ingénieurs civils, médaille d'or de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. L'évêque d'Orléans, je ne sais pas ce qu'il est venu faire ce jour-là, mais enfin, fit d'Arnaudin un portrait flatteur. Je me suis lié promptement avec lui. Ces hommes qui se font eux-mêmes, qui tirent d'eux-mêmes la force d'intelligence, d'honnêteté, de travail et de bon sens, leur situation, celle de leur famille. Ces hommes qui sont des créateurs de la fortune publique, qui font vivre en se les associant de centaines d'ouvriers, ces hommes qui sentent la responsabilité du patronat et sont décidés à remplir de multiples obligations, ces hommes, dis-je, conquérants pacifiques, sont dignes de tout respect. Ça aussi, c'est libre. Sa succession fut difficile. Ses héritiers, constitués en société d'exploitation, se bagarraient. Les difficultés, surtout d'ordre financier. En général, c'est toujours ça. On approchait de la crise de 29. Les administrateurs de la société envisagent de disposer des publicités lumineuses sur le pont. L'idée en était venue depuis que Citroën avait posé son nom en lettres lumineuses sur la tour Eiffel et que cela avait eu un gros succès. La municipalité accepta, mais imposa des contraintes qui firent les clients potentiels reculèrent devant le départ. L'exploitation du pont devient de plus en plus déficitaire. L'une des raisons de la désaffection fut l'apparition des camions automobiles, moyens de transport des marchandises qui allaient plus vite que les voitures hippomobiles et pouvaient emporter des charges plus lourdes. D'autre part, le vieux port était de moins en moins utilisé par les cargos qui visaient les docks de la Joliette et d'Arin, plus proches des lieux de transfert des marchandises. La société, vers 1930, la société d'exploitation du pont, essaya de revendre la concession à la municipalité ou à la chambre de commerce. Elles refusèrent. Elle continua donc l'exploitation et a demandé d'augmenter les tarifs. Mais cette augmentation était insuffisante. Après 1936, la situation ne s'était pas améliorée. Et en plus, le personnel d'exploitation et d'entretien, cette personne se mit quelquefois en grève. En novembre 1938, la commission départementale des sites et monuments émit à l'unanimité un vote favorable à la suppression du pont pour dégager la perspective du Vieux-Port et du Pharaon. Quelques mois plus tard, le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts autorisa les travaux de diminution. Pourtant, un précédent ministre avait classé le pont et le Vieux-Port dans la catégorie des sites des sites pittoresques et monuments naturels de France. Mais il y avait des difficultés juridiques au terme du contrat d'origine et à la position des héritiers. Le pont resta en activité et en 1939, il fut utilisé comme plateforme pour un feu d'artifice. Puis la guerre de 1939 arrive. Le pont continua à fonctionner. Environ 1 million de personnes l'empruntaient encore dans l'année. En février 1940, une conférence se réunit à la préfecture. On y rappela que la démolition du pont avait été décidée et le représentant du ministère de l'Armement déclara « Il y a dans les circonstances présentes un très grand intérêt à mettre à la position de l'armement tout le matériel qui n'est pas indispensable à la vie économique du pays. » Donc, dans cet ordre d'idée, et en raison des difficultés qu'on a éprouvées, il conviendrait d'utiliser pour la défense nationale les parties métalliques du pont transbordeur de Marseille. Ah ah, ça commence à être sérieux. Les successeurs de Ferdinand Arnaudin virent là une bonne occasion de résoudre leurs problèmes. En moins d'un mois, ils donnèrent leur accord. Mais le ministère de l'Armement, bien que d'accord pour récupérer 1400 tonnes de fer, refusa de prendre en charge les frais de la démolition. Le pont continua donc d'être exploité.
Puis la France fut coupée en deux. Et voilà. La société d'exploitation était en zone occupée. Pendant l'année 41, la société Veritas expertisa le pont et conclut qu'en changeant quelques câbles, on pouvait continuer. Ils ont continué. En novembre 42, la zone sud fut occupée par l'armée allemande. Les nazis considéraient que les quartiers bordant au nord le Vieux-Port étaient un repère de terroristes. Ils décidèrent de l'éliminer. Alors là, je vous lis un texte qui vous décrit un petit peu comment les gens voyaient Marseille. Subur obscène, un des cloaques les plus impurs où s'amasse l'écume de la Méditerranée, triste gloire de Marseille, dans une décrépité d'un degré de pourriture dont à peine sans l'avoir vu, on pourrait se faire une idée. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit maintenant dans Marseille n'est pas très vaste. Le 1er février 1943, les nazis dynamitèrent 1500 immeubles situés entre le quai du port, l'Hôtel Dieu et l'église Saint-Laurent. Pourtant, en avril 1943, un correspondant de guerre allemand écrivit « Mais puisqu'en s'apitoyant sur une chose condamnée à mort, on change inconsciemment d'opinion, j'implore le conseil municipal d'épargner le transborder. Il est non seulement le meilleur, mais aussi que plus beau que les hommes dans cette mare nauséabonde. Si on le démolit, on s'en repartira bientôt. Il est un témoin de l'esprit créateur de l'homme, un monument du 19e siècle. Quiconque aujourd'hui le trouve laid, comprenant un jour ce squelette d'acier est un souffle divin qui entraîne les hommes dans leurs meilleurs instants. Dans 30 ans, on trouvera le transborder beau, car nos yeux auront appris à saisir la beauté de l'époque des pionniers de la technique. Ça rappelle à peu près ce que certains avaient écrit à propos de la Tour Eiffel, puis plus récemment du centre de Pompidou à Beaubourg. C'est à peu près le même style de remarque. En avril 1943, le secrétaire d'État à la production industrielle, donna son accord au projet de démolition. L'Office des fers, fontes et aciers, je ne savais pas que ça existait, mais il paraît que ça existait, Office des fontes, fers et aciers, prendra en charge les frais de démolition. Mais ceci, dépassant de beaucoup le produit de la récupération, il demandait à la Chambre de commerce et de participer aux frais. Mais la Chambre de commerce n'avait plus de rentrée, car le trafic du port de Marseille était pratiquement réduit à zéro. Elle demanda un prêt à la municipalité, qui fut accordé sous la pression d'organismes nationaux. L'arrêté de démolition fut signé le 24 décembre 1943, jour anniversaire de l'ouverture du pont au public. Le OFFA prit possession du pont et supprima le service de la nacelle en mars 1944. En même temps, alors ça c'est joli, il lança un appel d'offres auprès d'entreprises spécialisées dans la démolition. Aucune ne répondit. Puis en août 1944, il y eut débarquement sur la côte provençale. L'armée allemande décida de rendre inutilisables les installations portuaires afin de retarder l'avance des troupes alliées. Le dimanche 20 août, les Allemands s'étaient emparés d'un paquebot désarmé, le Cap Corse, et le remorquèrent jusqu'à l'entrée du Vieux-Port. Là, ils le coulèrent pour boucher l'entrée du port. Mais il se coucha et ne ferma pas complètement la passe. Les Allemands décidèrent alors d'abattre le pont transborder. Mais l'opération fut malmenée et seul le pilier nord céda et entraîna dans la chute une partie du tablier. Entre-temps, les FFI étaient arrivés au fort de Saint-Nicolas et tiraient sur les troupes allemandes qui s'enfuirent. Les troupes alliées prirent possession du port et dégagèrent la partie d'entrée du port, ce qui permit aux chalets LCT de débarquer leur cargaison sur le quai des Belges au bas de la Canebière. La question de réparer le pont ne se posait plus. On dégagea les parties écroulées, mais il fallait encore abattre le pilier sud d'encore deux. Il fallait choisir entre le déboulonner chaque pièce et dynamiter le tout. Dynamiter, ça coûtait moins cher et c'est ce qui fut choisi. Le dynamitage eut lieu le 1er septembre 1945. On commença alors à découper les restes du pont
et a récupéré les morceaux. Dans le même temps, découper la coque du Cap Corse. Finalement, le 26 mars 1947, le pont transbordeur avait disparu. Le 13 novembre 1946, les bateaux mouches, les ferry-boîtes reprirent leur activité et la circulation, le problème de la traversée du port existait toujours. Un architecte proposait un pont suspendu, mais beaucoup plus grand que n'avait été le pont transbordeur. Mais les études en vinrent à préférer un tunnel immergé. Il fut inauguré le 16 décembre 1967. Le journal de Provençal raconte l'événement. Autrefois, on passait dessus, maintenant, il faut marcher avec son temps, et même au fond du Vieux-Port. Malgré cela, les ponts restaient dans la mémoire. Périodiquement, les architectes de construire une réplique, mais chaque fois, la seule évocation sérieuse qui vit le jour fut le 31 décembre 2001. Deux grues disposées des part et d'autre de l'entrée du Lacidon. Le Lacidon, c'est la calanque du Vieux-Port. Supportait un appareillage qui fit s'écrouler un voile d'œuf servant d'écran sur lequel on projeta des photos du port. Bon, alors on revient un petit peu aux photos. Donc voilà le pont. Donc il était avant, à la fin de la guerre, enfin vers la fin de la guerre. Et le Cap Corse, le cargo qui avait été coulé, est au milieu de la passe. On voit qu'il laissait une petite place à droite où passaient quand même des petites embarcations. La suivante. Là, le pilier nord a été dynamité et démoli. Et il y a encore le pilier sud. Suivant. Il a été dynamité. Alors là, je fais une petite incidente parce que quand j'ai présenté ces photos et ces dessins et ce texte au groupe des Gazards d'Aix, à un moment, il y a un Gazard qui était dans l'assistance qui dit « Mais moi, je sais, je me souviens ». Il s'agissait de notre camarade Étienne Viano, qui était d'Aix 1944. Étienne Viano était le morse de sa promo et on était assez copains, moi je l'aimais bien. Et alors, il m'a raconté que ce jour-là, le jour de l'explosion, il était du côté de chez lui à Andoum, qui est à peu près à 200 mètres de là, et il a été criblé par des morceaux de ferraille, de tas de choses qui sont tombées, il n'était pas seul, des choses qui avaient explosé avec le dynamitage, et je me souvenais très nettement d'avoir reçu des morceaux d'écrou, de trucs comme ça. La suivante. Je ne te souviens pas que quand on l'a... Alors voilà ce qu'ils ont fait, ça c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait mis des rampes d'eau sur des grues avec des rampes d'eau et on avait projeté sur ce rideau d'eau des photos en couleur qui représentaient le pont. Il était. La suite. Mais alors attendez, je reviens un petit peu en arrière parce que je crois que je n'ai pas terminé tout à fait. Ah oui, non, mais ça, c'est des anecdotes que je vais vous raconter après. C'était, oui, voilà, alors. Autre pont transbordeur. Il en a fait un à Bizerte. Donc, vous avez le pont de Bizerte, là. Le pont de Bizerte a été démonté et reconstruit à Brest. Puis après, il a été détruit puisqu'il n'avait plus d'utilité, puisqu'il y a eu le pont de recouvrance. La suite. Brest, voilà celui de Brest, donc. Je ne sais pas exactement, il était sur Appenfeld. Le voilà. Mais il a lui aussi disparu. La suivante. À Newport. Newport, c'est une petite ville du pays de Galles et où il y avait un problème de la traversée de la petite rivière et Arnaudin avait construit un pont à transbordeur pour Newport. La suite, le voilà, le pont de Newport. Mais il a été détruit celui aussi, je crois qu'il n'existe plus. Enfin, je n'en ai pas trouvé mention dans le pont de Nantes. Lui aussi a disparu, bien sûr.
Mais comme j'ai eu plusieurs photos du pont de Nantes, je les ai mises parce que ça représente bien comment on voyait poétiquement les constructions métalliques à l'époque. La suivante, à Rouen, il y en a eu un, mais qui depuis a été remplacé par le fameux pont Gustave Flaubert qui est à travers escamotable verticalement, qui ressemble. Le voilà. La suivante. Rochefort. Alors à Rochefort, il y a un pont qui avait été construit aussi et qui existe toujours, mais il n'est plus en service. Alors, la suivante, le pont de Rochefort, le voilà avec un monsieur d'époque en bas et à droite. J'étais donc belle. Rochefort, la suivante. Alors, à Rochefort, notre promo y était allé Oui. et on a traversé, il fonctionnait encore. Oui, mais il fonctionnait, mais d'ailleurs, la photo suivante va le montrer. Voilà, alors le pont à Transborder était en arrière-plan et ils avaient mis un pont à travers Levante juste devant, qui a été détruit par la suite. Ensuite, alors actuellement, il y avait, donc ça c'est une vue plus récente, il y avait 3 ponts, le pont à Transborder tout à fait à droite, le pont à travers Levante au milieu, et le dernier pont qui a été construit, qui est tout à fait à gauche avec la courbe. Et ils ont gardé le pont Transborder, mais à titre de patrimoine historique. Et le pont de Marteau, le pont de Rochefort, a eu son maire de gloire avec un film qui s'appelle Les Demoiselles de Rochefort. On le voit là-bas à droite dans le fond. Ça, c'est la scène finale du film Les Demoiselles de Rochefort. Donc, vous voyez que le pont, et là, il fonctionnait encore à ce moment-là. Et de temps en temps, il marche. De temps en temps, il marche. Ouais. J'ai fait un mois de service militaire à Rochefort, à mon avis, en 1956, il fonctionnait. Hein. Oui, d'accord. Ah oui, mais il l'avait gardé à titre de, comment dire, de patrimoine, quoi, Oui, c'est ça. Valeur patrimoniale. Mais il ne servait plus à la circulation, puisque la circulation se faisait sur le pont fixe que vous avez vu sur la photo d'avant. Tout à fait. Voilà. La suivante. Le pont de Bilbao. Alors à Bilbao, donc je suis allé à Bilbao, mais je ne l'ai pas vu parce que je voyais autre chose. Le voilà, et il fonctionne toujours. Vous voyez que la nacelle est en plein milieu du fleuve. Le fleuve s'appelle le Nervion. Et je crois qu'il fonctionne toujours actuellement. Il a été remis en état il y a quelques années et inauguré par le roi d'Espagne en personne. Le voilà. Le pont par le roi d'Espagne. Avec donc la hauteur du tablier était telle que des gros bateaux pouvaient passer, ce qui correspondait bien à l'état d'esprit de son constructeur et concepteur. La suivante. Il passe juste. Voilà, c'est juste. Elle est assez impressionnant de voir avec le château du bateau là, qui passe raduc sous le tablier. Oui, on remplissait les ballasts. J'aime beaucoup cette photo-là. Alors voilà la nacelle qui a été aménagée esthétiquement et il paraît qu'elle fonctionne toujours, que ça fonctionne toujours. Et l'inauguration a été faite par le roi d'Espagne, le précédent roi. Hein. Le voilà, là. Voilà. Bon. Je crois que sur la description, c'est à peu près tout. J'arrête là, arrête là pour l'instant. Non, tu passes à la suivante. Alors, je vais vous raconter quelques anecdotes quand même. À l'origine, le prix de la traversée est de 5 centimes pour les piétons et 10 centimes pour les animaux suivant les espèces. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Les charrettes devaient payer un tarif différent selon leur usage. Les charrettes, Si elles, transportaient, sur la nacelle. si elles transportaient des personnes, elles payaient 15 ou 25 centimes suivant qu'elles étaient à 2 ou 4 euros. Si elles transportaient des marchandises, le tarif dépendait du nombre d'essieux. Il fallait payer 10 centimes par animal attelé. Le conducteur était en supplément. On avait même prévu un tarif spécial pour les veaux, moutons et chèvres en vrac. C'est sérieux, hein? Les automobiles à vapeur devaient payer 50 centimes jusqu'à 5000 kilos. Donc, c'était étudié en détail. Le pont attira également des amateurs d'exploits. En 1908, un cascadeur qui s'appelait Bergeon, ouvrier électricien de son état, se vantait d'avoir déjà accompli en Amérique plusieurs sauts d'une hauteur de 40 mètres. Il proposa de sauter du haut du pont transborder en juin 1908. Il attendait l'été quand même. 25 000 personnes se massèrent sur les quais du Vieux-Port pour assister à l'exploit. L'administration du pont avait décliné toute responsabilité en cas d'accident. À l'heure dite, le cascadeur parut, accoutré d'un costume de plongeur. Je n'ai pas trouvé la photo du costume, mais ça devait être encore bizarre. Il passa dans la foule pour recueillir quelques pièces de monnaie, puis il grimpa sur le pont, salua et se laissa tomber. En tombant, il fut déséquilibré et arriva dans l'eau faisant une grande gerbe. Des gens crièrent qu'il était mort ou à peu près. Mort ou à peu près. Une barque alla le repêcher et le transporta à l'hôtel-Dieu. Il n'était pas mort, mais pas mal amoché. Il s'en tira et ne recommença pas. Il fit des émules. Intelligent. Dès la semaine suivante, 3 jeunes gens écrivirent au quotidien Le Petit Marseillais pour convoquer la population à un assaut groupé le dimanche 5 juillet. La presse s'en émut. La municipalité voulut empêcher le saut, mais la direction du pont déclara qu'elle n'y pouvait rien, arguant qu'il suffisait de payer pour monter au sommet du pont. Finalement, c'est le commissaire central de Marseille qui trouva la solution. Il rappela qu'il était interdit de se baigner dans le Vieux-Port. Les 3 jeunes abandonnèrent leur idée. Un autre événement intéressant s'est passé pendant la semaine de l'aviation, en 1911. Le pilote, Jules Védrine, quitta le parc de Borély où se tenait la manifestation. Il arriva sur Marseille et descendit la Canebière à faible altitude, prit le Vieux-Port dans la longueur et passa sous le pont transborder. Il refit une démonstration le lendemain. Il avait quand même pris la précaution de demander à la direction du pont d'immobiliser la nacelle. En 1934, un inventeur voulut faire une démonstration d'un parachute à ouverture rapide. Pour des raisons de sécurité, il utilisa un mannequin. Le parachute s'ouvrit à une dizaine de mètres avant d'arriver à la surface. On refit l'expérience plusieurs fois à la satisfaction de l'inventeur. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de son parachute. À la même époque, un candidat aux élections, s'appuyant sur la célébrité du pont, proposa de construire un immense pont à transborder reliant la Corse au continent. Il ne fut pas élu. Le pont connut quelques accidents. Par exemple, des chevaux effrayés ou une charrette dont les freins n'étaient pas serrés et qui terminèrent leur carrière au fond du Vieux-Port. Autrement plus grave, un ouvrier chargé de repeindre le chariot mobile qui roulait sur le tablier fut coincé entre le chariot et la structure fixe. Sa tête fut arrachée et elle a roulé sur la platelage de circulation. Le corps fut retrouvé le lendemain par un couple en voyage de noces qui visitait la ville. Ça leur a fait un bon souvenir. Il y a eu d'autres accidents, par exemple, un jour un remorqueur abordant la nacelle. Il y a eu quelques dégâts sur le remorqueur, mais pas sur la nacelle. De ce jour, on installa sur la nacelle des feux de position comme sur les navires. Une autre collision a eu lieu en 1919 avec un caboteur espagnol. La quarantaine de passagers fut évacuée par la vedette des douanes. Et il y eut également des suicides. Un auteur marseillais qui s'appelait Paul Carpita raconte dans ses souvenirs d'enfance. Tout ça, je l'ai trouvé dans le petit opuscule dont je vous ai dit que je l'ai trouvé et qui m'a amené à raconter ces histoires. Pour nous, enfants de dockers, de poissonnières ou de travailleurs immigrés italiens,
Le pont Trans était une intarissable pôle d'attraction. Je me souviens que pendant les grandes vacances d'été, pour aller à la plage des Catalans, qui se trouve à côté vers Andoum, le pont Trans était idéal. La tactique était simple. Il suffisait de nous mettre à l'eau, tout nus, nos vêtements noués sur la tête au moyen de la ceinture passée sous les mentons, et de nager lentement sans faire de vagues pour aller nous agripper à une barre de fer transversale sous la nacelle. Un petit rétablissement et nous voilà confortablement installés pour le voyage. Pour tuer le temps, pendant le trajet, il nous arrivait quelquefois de jeter un coup d'œil à travers les interstices de la plateforme sous les jupes des passagères. Je devais alors avoir 8 ans. Un autre auteur raconte la chose suivante. En juin 1938, j'avais 11 ans et demi et j'avais obtenu mon certificat d'études. En récompense, mon père m'avait offert une journée à Marseille où, en tant que bons sexois, nous ne nous rendions que très exceptionnellement et avec circonspection. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Mon père avait payé la traversée du pont dans la nacelle du pont Transbordeur. Il y avait du vent et ma mère déclara qu'elle avait le mal de mer. Bon, des histoires dans ce genre, il y en a quelques-unes, je ne les ai pas toutes notées, mais je crois que ça vous donne l'idée de ce que représentait le pont Transbordeur pour les habitants. Je passe maintenant au tableau et dessin. Bien qu'il ait été fortement décrié, parce que ça ressemblait à une usine, c'est ce qu'on racontait de la Tour Eiffel, on racontait du centre Pompidou, les artistes se sont intéressés à la chose. Là, tu peux avancer, Marc, s'il te plaît. Voilà, ça c'est une gravure. Elle est parfaitement... on voit bien la perspective, on voit bien le Fort Saint-Jean, on voit bien... Et le bassin de carénage sur le devant. La suivante. Il y a fait un pont devant. Mais ça, je me rappelle. Là, je sais, Charles je sais Camoin. pas. Là, il y avait déjà le Camoin. palais du Pharaon qu'on voit sur la gauche. Charles Camoin, Et derrière le pilier sud, on voit le Fort Saint-Jean. À droite, ça doit être la tour que l'on voit, ça doit être l'église Saint-Laurent, je crois, j'en suis pas sûr. Et ça, c'est le bassin de carénage. La suivante. Le pont. Ça, c'est un petit peu différent comme ça. Je ne sais pas où il est allé chercher tous ces nuages. La suivante. Révolte. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau là. Carénage. Alors, ceux qui connaissent un peu Marseille, on retrouve des endroits connus tout à fait à gauche, là, derrière le premier pilier, c'est la tour du Fort Saint-Jean. La suivante. Ça, je ne sais pas qui. Je ne me rappelle plus qui sont les auteurs. Hein, mais enfin, Ah, c'est joli, hein. il y avait Flamin, il y avait Rouault, il y avait. Verdi, hein, mais ça. Ce qu'il y a de curieux, André, c'est que regarde, Oui. sur celle-ci, Hein? Il a mis en évidence le côté svelte des rotules. Là, hein. Alors que là, il le montre plutôt en massif. Massif. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, d'accord. C'est une interprétation. Hein. Tout à fait. Oui, non, mais Une peinture. Hein. C'est joli. Hein. Ah, les photos. Celle-là me plaît beaucoup. Ce qu'on voit au centre, là, c'est le quai de Rive-Neuve. Oui. Et pour les amateurs de folklore, c'est sur le quai de Rive-Neuve, un peu à gauche, qu'il y avait le bar de la Marine, où a été tournée la trilogie de Pagnol. Et là où il y a tous les... C'est actuellement c'est à peu près au niveau du cours des Siennes d'Orve, ce qu'on appelait là aussi la place aux Huiles. Oui. C'était un jour de pluie, là. Hein. Oui. La suivante. Ah, c'est joli. Mais c'est pas du tout les couleurs de Marseille. Et il me plaît celui-là. Ah, ça, c'est celui de Dufy, ça, non? Oui, c'est du film. C'est joli, celui-là. Alors celui-là, il avait été utilisé par l'hôtel PLM
qui se trouve sur le quai des Belges, qui disait « Regardez la vue qu'on a de notre hôtel, C'est sûr, il a basé le pharaon. l'hôtel Terminus. » Suivante. Bon, tu défiles à ton rythme. Hein. Nantes. Là, c'est Nantes. Hein. C'est Nantes, et oui. Bah, je l'ai mis parce qu'il il lui ressemble comme un frère. C'est le Nord. Ah, Ah, alors il y a eu aussi des détournements. C'est-à-dire que des gens ont profité de la notoriété du pont transborder pour faire leur publicité. Pour n'importe quoi, comme vous allez le constater. Il y a une exposition philatélique nationale. Ils avaient pris, là c'est ce qu'on voit là, c'est pris du pont transborder, le canal de la Douane, avant qu'il soit comblé. Pourquoi les philatélistes avaient besoin de ça, je ne sais pas. Enfin, c'était une bonne occasion de parler de Marseille. Suivant. Non, on va pas prendre non plus. Le Congrès national le centre de sauvegarde du travail français. J'ignorais qu'il existait un centre de sauvegarde du travail français. Ça mériterait d'être remis à l'honneur, ça, la sauvegarde du travail français. Donc, ils avaient pris ce gars-là qui il n'y a aucune relation entre le souffle et le pont transpondeur, mais c'est pas grave. On voit juste au milieu, derrière les chevaux, une tartane. Les tartanes, c'était des bateaux transporteurs de marchandises en vrac et qui avaient la voile latine, qui existe toujours encore en Grèce, en Tunisie, enfin partout, même en Provence. Même en Égypte. En Égypte. Les pointus utilisent encore la voile latine. L'Empereur national, ouais. Ah, je me rappelle de ça. Mon grand-père, il avait des photos comme ça. Ah, voilà. Il aurait resté plus rien après. L'empereur national. Il m'a dit de la mure. Et foncière aussi qui a pris le pont transborder comme emblème. Ça, c'était la publicité de l'hôtel Terminus qui basait sa publicité sur le fait qu'il y avait une très jolie vue sur Marseille, sur le Vieux-Port et sur le pont transborder. Voilà, la majorité. Ce qu'on voit dans le fond à droite, c'est le Frioul, oui. Les îles du Frioul qu'on voit dans le fond à droite là-bas. Ouais. Et Notre-Dame de la Garde. Alors, Marseille n'avait pas la spécialité, puisque à Nantes aussi, ils avaient trouvé moyen d'utiliser leur pont pour vanter les berlingots qu'ils fabriquaient. Aucun rapport. Une manufacture de chaussures qui avait sur ses lettres. Une exposition florale aussi. Nantes. Joli. Donc tout ça, c'était avant la guerre, bien sûr. Et, n'est-ce pas, Mécano s'est emparé de l'idée. Ça aurait été malheureux de laisser passer cette occasion de vendre des boîtes de Mécano. C'est pas du mécano. Et Constructor, c'est pas Mécano. Non, c'est pas du mécano. Et Constructor l'usine était à Paray-le-Monial où j'ai habité 11 ans. Ah. C'était un concurrent de Mécano. Voilà. Mais qui lui ressemblait étrangement. Et bien sûr, ça aurait été malheureux sur une réclame de pastis de ne pas mettre le pont transborder. Oui, pas. Je vous avouerai que moi, je ne bois pas de pastis parce que moi non n'aime plus. pas. Je déteste. L'été, quand il fait chaud, c'est bon. Encore un monsieur en train de servir sur fond de pont transporter et Notre-Dame de la Garde.
voilà, et il y a une association des Marseillais du monde que j'ai découvert pour l'occasion. Je ne sais pas si elle est toujours en activité. La suivante, je crois qu'on va finir là-dessus. Voilà. Ah, Alors là, Ah oui. je vous ai remis la sardine. Pourquoi? Parce que, je vous dis, un ami très cher m'a dit, tu vas nous parler au moins de la sardine. tu as bouché Et le je n'ai pas porc. voulu le décevoir et j'ai mis cette photo-là. Alors, je vais faire un petit aparté avant de terminer pour vous dire d'où vient cette histoire de sardine. En fait, vers 1700, fin Louis XV, je ne me rappelle plus la date exacte, fin Louis XV, il y avait un bateau à voile qui rentrait de Pondichéry, des Indes, et qui est passé devant Gibraltar. Tout le bon transbordeur. Il y avait un bateau anglais qui était là. À l'époque, les Anglais et les Français ne s'entendaient pas. Et les Anglais ont tiré sur le bateau en français. Et il y a eu des blessés, dont le capitaine qui n'a pas pu continuer. Donc, ils ont décidé de changer de cap et au lieu d'aller atterrir du côté de Nantes ou ailleurs, ils sont revenus et ils sont passés par Gibraltar et ils sont allés jusqu'à Marseille. Et ils sont arrivés à Marseille, mais le commandant était mort entre-temps et les gens qui commandaient ne connaissaient pas très bien les sites et ils se sont baignés, ils se sont accrochés sur des rochers à l'entrée du port et le bateau est sombré et a bouché le port de Marseille. Le bateau s'appelait la Sartine, Eh oui, avec un T, Sartine. la Et Sartine. Sartine, c'était le nom de l'ancien ministre de la Marine sous Louis XVI, ou sous Louis XV, pardon. Oui, Il s'appelait Monsieur Antoine de Sartine de Sartine. et on avait donné son nom à un bateau. Mais c'était trop beau de faire la confusion entre Sartine et la sardine et elle a vite été faite. Donc on a fait, il y a ce quatrain là qui est pas mal quoi. Et qui est la sardine et l'histoire de la sardine. Alors actuellement, si vous demandez à des Marseillais, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui reparlent de l'histoire de la sardine qui a bouché le port. Ah, quand C'est même, vrai c'est que- une galéjade marseillaise, hein, excusez-moi, ça se dit encore, hein, mais c'est Non, mais pas le d'accord, mieux mais- de Marseille. Moi qui suis marseillaise de naissance, Ouais. je vais dire que Pagnol, par exemple, il a parlé du pont transborder dans Marius. Il fait dire au capitaine Escartefigue, qui était je peux reprendre la parole, je m'excuse, hein, le capitaine du ferry-boîte, comme vous dites, et qui fait dire ils n'auront pas le mal de mer sur le transborder. Mais je pense que quand même le transborder, dans la légende marseillaise, est passé au même niveau que le pont de Brooklyn à New York, parce qu'à cette époque-là, c'était un ouvrage extraordinaire. Voilà. Pour la défense Mais de tu l'as Marseille. pris, le pont? Comment? Tu l'as pris, quoi, le pont transborder? Mais non, moi c'est mon grand-père qui en parlait. Et... Non, pas du Ah, tout. d'accord, Non, d'accord. j'étais pas née, moi. Je suis née en 40. Alors, Une bonne question. pardon, ça ne t'a pas. Voilà, excusez-moi, c'était pour prendre un peu la défense de Marseille, qui est quand Non, même non, une très mais belle ville, bien que les Aixois soient toujours un. Comme, Tu as raison, Odette, il faut le Oui, j'ai défendre. raison, je défends ma ville quand même. Non, non, mais attends, ne t'affole pas, je suis ex-femme et ma femme est marseillaise. Ah ben alors voilà. Et Michel, il est du Tarn et moi je suis marseillaise. Alors, tu vois, vous voyez, C'est pour ça que c'est vous bien, appelez. bravo, hein. Et nous, on est Bon, enfin, à Marseille. On n'entend rien. Et moi, je me suis marié à Marseille, Qui à c'est qui l'église parle au coin du Vieux-Port. Ah, l'église de la Major? Oh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais Ouais. il n'y en a qu'une, hein, Non, c'est au bout de la rue de la République. Saint-Victor? Saint-Victor? Saint-Étienne. Non, pas Saint-Victor, l'autre. Saint-Cana. Il y a Saint-Cana aussi. Saint-Cana? Voilà. Tu es allé au restaurant chez Bassou. Ah oui, bien sûr. bon, Nous, les gars, alors, on était de Marseille. je Pardon? vais arrêter là sur cette pensée de Newton. Mais effectivement, maintenant, on a fait beaucoup de ponts depuis. Enfin, j'ai une autre conférence sur les ponts, mais je vous en ferai cadeau. J'en reparlerai à l'occasion. Voilà, moi j'ai terminé. J'espère quand même que
ça aura rappelé chez vous quelques bonnes histoires, des bons souvenirs, ou si ceux qui ont pas des souvenirs, ça vous aura intéressé. Enfin voilà. Bravo. Merci à tous de Bravo. Merci de m'avoir écouté. Merci. Ouais, bravo. D'accord. Enfin, merci de ton témoignage aussi, là, puisque des gens des Marseillais, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Maintenant, Marseille est clafie de Parisiens. Oui, on ne le retrouve plus, l'accent, hein, c'est fini. C'est l'accent de la rue Paradis, comme on dit, mais c'est fini, ça. C'est vrai. Non. Bon, c'est pas Non, grave. à part quelques Nord-Africains qui ont l'accent marseillais. Non, j'en ai rencontré. Je dis ça parce que je l'ai rencontré. Provençaux qui ont encore Ils en parlent en connaissance de cause. D'accord. Bon, Quand on est mes on amis, entend voilà. comprendre notre accent. Mes amis, voilà, j'ai terminé. J'espère vous avoir un petit peu intéressé. Merci à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à toi. Bravo. Merci André. Et puis pour Jean-Claude, je te dis, Jean-Claude, tu remarqueras que j'ai changé mon système de vision maintenant. Je me mets en face de la caméra. hein. Oui, mais on ne t'a pas vu un seul instant de tout ton exposé. Tu es toujours tout noir. D'accord, mais Alors, maintenant, il faut peut-être enlever le bouchon de la caméra. Hein. D'accord. Allez, bonne soirée, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Merci. Bonsoir Marc. Bonsoir, Marc. Michel, Bonsoir. peut-être. Au revoir. René, c'était le Newport du Pays de Galles, hein, pas de Rhode Island. Non, c'est au pays de Galles, Newport. Oui, mais il y en a un autre à Rhode Island, je crois que c'est la capitale. Enfin, j'y suis jamais allé, alors je pourrais dire. Alors, comment ça se passait les jours de Mistral? Ciao. Comment ça se passait les jours de Mistral? Ah ben, ça se passait bien parce que tu n'as peut-être pas remarqué. Si, j'ai Mais remarqué, mais ça me semblait quand même léger. Voilà. Les câbles de liaison du chariot et de la nacelle étaient entrecroisés de manière à se contrarier en cas de mouvement. Ah, bien. Ça a été vachement bûché, ça. Oui, Parce qu'effectivement, quand même. d'ailleurs, l'expérience, je l'ai citée dans le texte. Un jour, il y a un remorqueur qui a bugné la nacelle et elle s'est mise un peu à osciller, mais elle n'est pas allée bien loin. Ça s'est bien passé. Et Tout ça parce que tous ces mouvements étaient contrariés par le système. D'ailleurs, actuellement, quand on amarre un bateau le long d'un quai, on croise les haussières pour éviter justement que d'un côté, qu'en cas de dérive ou de vent, il y ait des déplacements. D'accord. Eh ben, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Eh bien, mes amis, merci de m'avoir écouté poliment. C'est bien. C'est très sympa. Ah, les résultats de ta radio. Oh, Françoise. Denis, tu as coupé ton micro, toi. Je vous Bon, quitte. ben, Salut. Je voulais faire une petite intervention sur le final. Ça fera pas de mal. André, oui, quoi? tu as montré à un moment donné sur une photo des barques avec des toiles en V, en oblique. C'est le catalan. Et nous appelons ça, nous, barques catalanes, et il reste des exemplaires encore à Canet-en-Roussillon. Bonne soirée. Ah, ben, très bien, très bien. Entre parenthèses, Denis, Canet-en-Roussillon qui a battu Marseille en Coupe de France. On a pensé à deux. Non, mais je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Et donc, dans quelques temps, je vous montrerai le transborder de Bordeaux, qui est récent, plus récent que celui-là, et qui a un paramètre que tu n'as pas eu à évoquer, c'est le problème des marées. Et à Bordeaux, les marées sont importantes. Bon, tu as le Mistral, remarque. Hein. Et il faut tenir compte des marées pour les passages des voiliers qui risqueraient de lécher la plateforme qui monte et qui fait le transbordement. Mais je reviendrai dans quelques temps
Là, maintenant, vivons avec ton beau pont transbordeur parce que il a beaucoup d'histoire et tu as rappelé le côté historique, ça me plaît beaucoup. Et dommage qu'on les détruit finalement. Et oui, mais ça ne répondait plus aux besoins de l'époque parce que, je ne sais pas, vous l'avez remarqué, mais le pont Oui. transbordeur, il y a une rupture de la circulation. Et à chaque fois, on ne passait qu'un nombre très faible de véhicules ou de personnes. Donc, ça correspondait très bien aux besoins de l'époque, c'est-à-dire autour de 1900 où le trafic entre les deux rives du port était faible, mais avec le trafic qu'il y a actuellement, ce serait impossible. Ça ne supporterait pas. Ce que veut dire Denis, c'est que comme à Rochefort, on aurait pu le garder à titre de souvenir historique. Oui, mais ils l'ont gardé, mais à titre d'œuvre historique, c'est tout. Quoi. Voilà. Mais il est toujours en fonction. Voilà. Quand je suis Ben, arrivé à Marseille en 1945, je n'ai vu que la partie gauche du port, du transbordeur, c'était à Pâques 45. Donc il était oui. il n'y a pas longtemps qu'il avait été démoli. D'accord. Ben, ça correspond, la date est puisqu'elle a été dynamitée à cette époque-là. Voilà. Tu n'avais pas fait ta première communion encore. Mais Pépin, on était aux premières loges. Ils l'ont pas fait sortir. Ils n'ont pas eu le temps. Oh, Alors, je m'excuse pour les quelques Marseillais qui peuvent être là, mais parce qu'en tant qu'Aixois, ben, Marseille, c'est le sud, pour moi. Voilà. on est toujours au sud de quelque chose. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que Marseille est le port d'Aix, comme le Pirée était le port d'Athènes. Oui. Eh bien, les enfants. Très bien. Eh bien, C'est un peu vrai. Marc, est-ce que tu me rends ma liberté? Mais bien sûr, tout le monde est libre. Là. Écoute, l'intervention a été très sympa. Ça avait quelque chose de Marcel Pagnol. Hein. C'était les anecdotes, les contes étaient tout à fait provençaux. Là. Bravo. Très bien. bon, les enfants, Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir les amis. Bonsoir. Denis, je te répondrai à tes messages plus tard. Oui, moi, j'ai répondu au tien et on y reviendra parce que l'idée est bonne, il faut la piocher. Mais il faut en reparler de ça parce que pour Tout moi, à fait. ça me semble important. D'accord. Je suis en ligne, André. Bye. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. voilà. Bonsoir, Michel. Au revoir. Et toi, Jeannot, tu es de Marseille, toi, non? Moi, Oui, bien sûr. Ah. oui. Tu l'as connu, le pont transbordeur, hein? Il est du Vieux-Port, lui. Il est plus que de Marseille. Il habitait pas loin. Il habitait pas loin. Tu t'en souviens, toi? Oui, ben bien sûr, on s'en souvient. Moi, je me souviens bien quand il a été détruit, quand on se souvient. Je l'ai pris. Jean, lui, l'a pris. Mais dis-le. Parce que tu l'entends pas quand il parle. Si. Bon, ben c'était sympa, hein, l'intervention d'André. Là. Ah oui, super.